Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Voilà, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un webinaire sur, comment raconter une histoire, comment écrire une histoire. On est ensemble pour 60 minutes. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Sophie Cavaliero et je suis avec vous pour 60 minutes pour apprendre à écrire une histoire captivante. Heu, Est-ce que vous êtes déjà demandé, heu, qu'est-ce qui peut nous captiver dans une histoire que dès les premières minutes, dès les premières lignes, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite? Bah, c'est un petit peu ça aujourd'hui dont je vais vous parler, hein. Les histoires aujourd'hui sont un puissant outil, dans la formation et la communication, pour capter l'attention des gens et transmettre un message, et c'est ce que je vais voir aujourd'hui avec vous. Ce webinaire est organisé par Gérézo, qui donne du conseil et qui fournit de la formation et qui est aussi une maison d'édition. Donc, je suis chez eux en tant qu'auteur, dans le cadre de 2 ouvrages que vous pouvez découvrir sur leur site. Ils sont présents partout en France. Commençons par notre histoire. Donc, il était une fois. Je me présente, la narratrice, hein. Comme dans toute histoire, il y a une narratrice, Sophie Cavaliero. Aujourd'hui, je suis consultante en rémunération et en ingénierie pédagogique. J'ai aussi des activités en tant que scénariste et je suis auteure donc de ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi les histoires sont-elles importantes? Alors, tout d'abord, ce qui est important de vraiment comprendre, c'est que l'histoire va permettre de transmettre un message parce qu'elle engage émotionnellement. Et ça, c'est vraiment un vecteur hyper important. La deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est que comme vous captez l'attention, du coup, vous rendez l'information beaucoup plus accessible. Et puis en même temps, comme vous donnez la finalité des choses, vous créez du sens et du coup, pour les gens, c'est plus facile à comprendre parce qu'ils voient ce qu'il y a derrière les choses. Souvent, si c'est une bonne histoire, ça favorise la mémorisation et ça stimule aussi la réflexion critique. Car lorsque on raconte une histoire, les gens se mettent un petit peu dans les baskets du héros et se disent: «Ah tiens, il a tel problème, je pourrais faire ça. Tiens, moi pourquoi pas? Ah non, là, ce qu'il fait, je suis pas d'accord». Voilà, on est vraiment dans une simulation, critique. Et puis enfin, si vous racontez une bonne histoire, ça crée du lien humain et ça, c'est toujours bien quand on fait de la formation ou dans toute activité, dans l'entreprise. Alors pourquoi écrire? Ben, pourquoi écrire? J'ai voulu vous répondre à cette question en prenant, une histoire que raconte Paul Auster. Donc c'est un auteur, très connu. En général, les Français le connaissent bien. Et j'aime bien cette histoire, c'est que dans son ouvrage «Pourquoi écrire?», il raconte que quand il était tout petit, il était fan des Giants, de New York, hein, une équipe de baseball, et puis il était fan surtout d'un joueur de baseball qui s'appelait, Willie Mays. Et puis un jour, lors d'un match, à la sortie, il croise Willie Mays. Alors, émerveillement, il avait en plus attrapé une balle ce jour-là, donc il tend sa balle à Willie Mays pour avoir un autographe. Willie Mays n'a pas de stylo, sa famille n'a pas de stylo non plus. Et là, à la grande déception du jeune Paul Auster, bah, pas de stylo, pas d'autographe, quoi. Depuis ce jour, Paul Auster, en fait, il décide de mettre un stylo dans sa poche. Où qu'il aille, partout où il aille, à n'importe quel moment, il a toujours un stylo sur lui. Et du coup, il nous dit dans cette histoire, à la fin, du moment qu'on a un crayon dans sa poche, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, on soit tenté de s'en servir. Voilà, donc je vous invite vraiment à porter ce stylo et à essayer de créer une vocation chez vous. En attendant, ce qui est intéressant, surtout pour les gens qui veulent réutiliser en fait, ce type de formation, sur l'écriture, c'est de savoir un petit peu distinguer. Souvent on me dit: «Oui, c'est du storytelling». Attention, c'est pas tout à fait la même chose. Et je me permets de le rappeler effectivement que écrire une histoire d'un point de vue littéraire ou cinématographique, on est dans une œuvre artistique, hein. Donc du coup, on peut un peu se permettre beaucoup de choses. Alors que dans le storytelling, l'objectif, c'est de transmettre un message, c'est de persuader, c'est d'inspirer. En général, la structure narrative est assez complexe et riche lorsqu'on écrit une histoire. Ce qui concerne le storytelling, on va reprendre les mêmes éléments, les mêmes outils qu'on a pour le scénario ou pour les romans, mais de façon très simplifiée. Et puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est de comprendre en fait que l'objectif n'est quand même vraiment pas le même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui quand même, surtout dans la publicité, hein, la différence entre le storytelling et l'écriture d'histoire, parfois est assez mince, hein, la frontière est assez mince. Vous avez qu'à prendre les dernières publicités
du type Louis Vuitton ou Orange, par exemple, qui a fait une sorte de comédie musicale, la publicité dure très longtemps et on se rend compte du coup que le storytelling peut être parfois un peu loin. Alors, j'ai créé une petite partie qui n'est pas dans mon ouvrage, mais que je pensais qui était intéressant pour vous, pour les personnes qui voudraient transposer ça dans leur entreprise, soit dans le cadre de la création d'une formation ou de l'écriture. Parfois, on utilise aussi certains scénarios au moment du recrutement ou au moment lorsque on veut transmettre un message RH, par exemple. Donc, j'ai créé ce petite partie qui vous explique que pour créer une histoire, il faut être bien clair sur la définition du besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Alors, c'est facile, hein, on est dans quelque chose d'assez standard. On se pose la question de la finalité de l'histoire. Hein, c'est pour expliquer quoi? C'est pour motiver qui? C'est pour sensibiliser à quelle problématique, etc. On va regarder, on va faire le lien avec le public cible. Qui sont les destinataires, hein, pour pouvoir vraiment trouver des personnages qui vont leur parler. On va regarder les enjeux spécifiques par rapport à ça. On va clarifier l'objectif. C'est quoi l'objectif de cette histoire? Est-ce qu'on veut changer un comportement? Est-ce qu'on veut susciter une réaction de la part de l'audience? Et puis enfin, on va définir le message clé qui sera souvent donné à la fin et qui va synthétiser un petit peu toute l'histoire. En littérature, en cinéma, on appelle ça la logline. Donc, c'est vraiment important de bien définir et de bien l'écrire. Comme ça, on est sûr de ce qu'on veut faire. Je vous donne cet exemple. Là, par exemple, on imaginait une équipe qui est confrontée à une charge de travail excessive et qui découvre comment la collaboration peut faire la différence. Donc, la finalité, l'idée, c'est que chaque membre s'écoute, hein, et trouve des solutions ensemble. La cible, c'est ces fameux salariés qui font face à cette surcharge de travail. Et l'idée, l'objectif, c'est de promouvoir l'écoute active. Donc là, j'ai résumé dans la phrase clé, la collaboration commence par une écoute active. Et on verra, je vais vous raconter l'histoire après, hein, mais on va définir ce besoin pour pouvoir commencer à réfléchir sur notre histoire. Structurer l'histoire. Alors ça, vraiment, je vous invite à comprendre que c'est la colonne vertébrale de l'histoire. La structure narrative, c'est la colonne vertébrale. Imaginez-vous, sans colonne vertébrale, vous tombez. Donc, ça veut dire que si notre histoire n'a pas de structure narrative bien définie, bien rédigée, il y a des chances qu'elle ne fonctionne pas et qu'elle ne captive pas et qu'elle ne soit pas impactante. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à passer du temps. Ne passez pas trop vite sur votre structure. Qu'on écrit un roman ou qu'on écrit un film, on va passer beaucoup de temps sur cette structure. Alors, vous avez dans le milieu, alors moi, je vais partir du milieu du cinéma parce que dans ma présentation, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai suivi en fait 2 typologies de formation qui m'ont aidé à travailler sur la narration. J'ai suivi des ateliers d'écriture avec Christophe Botti, qui a fait la préface de mon livre et qui est aujourd'hui, qui s'occupe d'une room d'auteurs en fait sur la série Plus belle la vie, encore plus belle, et qui aussi a écrit une trentaine de pièces de théâtre, donc il connaît bien en fait le sujet. Donc j'ai appris avec lui. Et puis la deuxième opportunité où j'ai pu apprendre, j'ai fait un master de scénario à Milan, et où là j'ai pu être en stage notamment avec le maître, on va dire, de la structure narrative qui s'appelle John Truby, qui travaille à Hollywood. Voilà, qui vraiment, c'est assez percutant en fait sa méthodologie. Et aussi avec d'autres personnes, notamment des gens qui scénarisent The Voice ou des choses comme ça. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des méthodologies qui existent et qui sont déjà prédéfinies. Il y a une méthode qui a été écrite par Blake Snyder dans Save the Cat. Donc c'est ce qu'on appelle la beat sheet, la feuille en fait où vous avez des beats, c'est-à-dire plein d'étapes différentes pour écrire votre histoire. Moi, j'ai choisi en fait de faire quelque chose de plus simple pour vous parce que d'utiliser ces méthodes-là, c'est quand même assez complexe. Donc, j'ai essayé d'adapter en fait à une structure narrative beaucoup plus simple pour vous la proposer aujourd'hui et que vous puissiez l'utiliser vous lorsque vous écrivez soit vos cas pratiques ou soit vous voulez écrire une histoire pour raconter un sujet et convaincre les gens. Donc, la structure narrative, en fait, elle est très simple. Hein. On est sur, premièrement, contexte, deuxièmement, conflit, troisièmement, résolution. Donc, on est sur une tripartite qui est quand même assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le contexte, l'objectif, c'est de présenter la situation initiale. Le contexte, en fait, là, du cas pratique, de la formation ou de l'expérience que vous voulez raconter. C'est l'occasion de captiver l'attention en exposant les enjeux et en introduisant, bien sûr,
les personnages de votre histoire, comment ça, voilà, tout ce qui va alimenter l'histoire. Après, vous avez, important, la description du conflit. Comment on arrive à ce conflit? Parce que qui dit histoire dit toujours conflit, hein. S'il n'y a pas de conflit, en général, l'histoire, elle n'est pas super intéressante et pas très captivante. On est sur d'autres choses, artistiquement parlant. Donc là, en fait, il faut identifier le problème ou le défi que les apprenants vont devoir surmonter. Donc là, c'est ce conflit qui va servir de moteur pour stimuler l'engagement et surtout la curiosité des gens. Donc, on va avoir ce conflit, il va se passer plein de choses. Et puis, il va arriver des solutions qui vont permettre la résolution de ce conflit. Alors, des fois, ça se termine bien, des fois, ça se termine mal. Hein, donc, ça, c'est à vous de choisir. Bon, en formation, on aime bien que ça se termine bien quand même pour pouvoir tirer des leçons de tout ça. Mais ce qui est surtout important, c'est de dire c'est quoi les lessons learned, c'est quoi les leçons tirées de cette expérience et de l'appliquer tout de suite. En fait, il y aura une application tout de suite pour les participants qui sont dans des situations réelles. Voilà. Donc, je vous donne un exemple, on va le contextualiser. Imaginez, voilà, on est un soir, il y a une équipe de développeurs qui est passionnée, qui travaille sur un projet révolutionnaire dans une start-up, qui pourrait vraiment transformer le secteur dans lequel ils sont. Mais malheureusement, malgré leur passion, ils sont face à des délais serrés et à une charge colossale de travail. Ils commencent à être vraiment démotivés. Là, leurs journées sont devenues des enfers. On arrive là, on est en journée, on arrive en fin de journée, la nuit est tombée, tout le monde commence un peu à déprimer, ça va pas bien, quoi. Et tout le monde se dit mais comment on va faire? On va jamais y arriver, quoi. C'est pas possible. Et ce soir-là, qu'est-ce qui va se passer? Juste au moment où l'équipe pensait que c'était vraiment, c'était le bout du bout, que tout le monde allait rentrer et que c'était fini, quoi. Ben, un des membres de l'équipe, il se dit, parce que lui, il est pas trop stressé, lui, il est en train de lire un roman de science-fiction, et il se dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause collective tous ensemble, et qu'on partage ensemble quelles sont nos sources d'inspiration, qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi ce qui nous a inspiré. Et là, chacun va commencer peu à peu à parler de ses histoires. Alors, bien sûr, il y a un gros groupe qui va parler de leur jeu vidéo League of Legends ou du dernier animé Arcane sur Netflix. Il y a des chances qu'ils partagent ça. Mais en fait, chacun arrive avec son histoire. Il y en a d'autres, ils vont se parler d'un roman qu'ils ont lu quand ils étaient jeunes, qui les avait complètement, qui avait vraiment changé pour eux la face du monde, etc. Et petit à petit, bah, les visages vont se détendre, les sourires vont venir sur le visage. Et revigorer, ils vont reprendre tranquillement le travail en se faisant des sourires, en se tapant dans la main et finalement, ils vont se remettre au boulot et ça va être une des soirées les plus productives qu'ils auront jamais eues sur ce projet. Ils vont trouver des solutions et quelques semaines après, en fait, on arrive à la réussite du projet et ils n'oublieront jamais cette soirée où ils se sont enfin parlé, où ils se sont enfin écoutés et où ils ont envie vraiment de travailler ensemble. Voilà, ça c'est une histoire. Vous voyez, on raconte une histoire. Alors, quand je vous parle du contexte, quand on commence une histoire, hein, ce qui est super important, c'est de bien soigner son début d'histoire. Parce que c'est là que vous allez capter l'attention des gens. Et si vous ne la captez pas, les gens ne vont pas vous écouter. Alors moi, j'ai une phrase que j'adore plus que tout, qui pour moi est une vraie représentation d'un bon début. C'est la première phrase du livre Orgueil et préjugés, qui dit: c'est une vérité universellement reconnue qu'un homme célibataire possédant une grande fortune a besoin d'une femme. Et là, on attire tout de suite l'attention, on sait ce qui va se passer, quasiment toute l'histoire est résumée. On sait qu'on va parler des femmes, on sait qu'on va parler d'un homme riche. Bon, comme c'est en anglais, on voit que c'est en Angleterre, là je l'ai traduit en français, mais voilà. Et vous rentrez dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est hyper important de soigner vos premières phrases. Je vous invite, même quand vous racontez une histoire, vous faites une formation, d'écrire les premiers mots que vous allez dire pour bien planter le décor. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il existe plein de différents types de structures narratives. Et moi, je me suis dit, tiens, pour une formation, quel autre type de structure narrative pourrait être intéressant? Et je me suis penchée sur une autre structure que je trouve vraiment très intéressante pour la formation, qui est la structure de la quête. Alors, qui a été développée à la base dans un livre de Joseph Campbell et qui a été repris, notamment Truby s'en est inspiré aussi, John Truby pour sa méthode à lui. Et ce qui est important de comprendre, c'est que là, il y a vraiment des étapes qui sont définies. Donc là, vous voyez, on a vraiment les étapes qui sont écrites.
Moi, ce que je vous propose, c'est de vous en faire un résumé vite fait à travers, le premier film de la saga, Star Wars, donc La Guerre des Étoiles, et je vous propose de vous expliquer, en fait, cette quête très rapidement à travers, l'histoire de la Guerre des Étoiles. Bah, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on est, sur une planète, Tatooine, et puis il y a un jeune homme qui travaille, qui va qu'à ses occupations, qui est Luke Skywalker. Et puis, il a l'appel de l'aventure. En fait, il reçoit par le biais d'un robot un message de la princesse Leia qui demande qu'on vienne l'aider. Au départ, il refuse, hein, refus de l'appel. Hein. Et puis, quand même, il va rencontrer quelqu'un qui va changer complètement sa vie. C'est son mentor. Hein, donc, il y a toujours un mentor dans la quête. Donc là, c'est Obi-Wan Kenobi, bien sûr, hein, qui va devenir son guide et qui va lui enseigner les voies de la force. Et suite à cette rencontre, il va partir. Il va franchir le seuil, hein, souvent on dit il va franchir le seuil, et souvent c'est généré par un événement un peu, là, malheureusement là c'est la mort de sa famille. Il part pour des épreuves durant lesquelles il va avoir des alliés et des ennemis. Donc les alliés, Han Solo, la princesse Leia, les ennemis bien sûr Dark Vader. Et il va avoir différentes épreuves, et à un moment donné, la dernière épreuve, c'est l'approche de la caverne, où en fait, c'est l'étoile noire dans la guerre des étoiles, et il va devoir lutter et détruire cette étoile noire pour pouvoir arriver à sa récompense. Donc l'épreuve suprême, c'est l'attaque de l'étoile noire que tout le monde, si les gens ont vu le film, se souviennent. Et la récompense, en fait, c'est qu'il devient un héros, il est reconnu comme un héros. Et le retour avec l'élixir, c'est il repart en fait dans la vie avec une nouvelle perspective et un sens beaucoup plus fort de son rôle qu'il va jouer dans la galaxie auprès des rebelles. Et voilà, et après il repartira pour une nouvelle aventure. Donc ça c'est au cinéma. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai adapté en fait pour vous, pour la formation, parce que il y a un apprenant, hein, donc il y a un héros, c'est l'apprenant. Il y a un mentor, là c'est facile, hein, c'est soit le formateur, ou soit une formation en ligne, ou soit carrément un mentor hein, qu'on peut avoir dans l'entreprise. Donc, je les ai simplifiés en 3 étapes. Le départ, donc séparation du monde ordinaire. Il arrive quelque chose qui fait que on doit partir en quête. Et en quête, c'est souvent la quête de la formation. Une initiation, donc c'est toutes les épreuves. Donc, ça va être la transformation du héros, la transformation de notre apprenant. Et le retour, c'est-à-dire qu'il revient, il a intégré des acquis. Et grâce à cette transformation, il va pouvoir faire de nouvelles choses. Donc voilà, donc c'est vraiment cette structure-là que je vous propose. Alors, j'ai essayé, avant de passer à la personnage, j'ai essayé de vous le transposer. Alors, j'ai écrit une toute petite histoire que je vais vous lire. On peut penser, par exemple, à un employé qui doit apprendre un logiciel complexe pour une présentation importante. L'appel à l'aventure, c'est qu'il doit absolument, il découvre que son ancien outil de présentation ne fonctionne plus. Il doit apprendre absolument cet outil. Et là, bien sur son chemin, il rencontre un collègue qui est très expérimenté dans ce logiciel, qui va l'aider à se former, qui va lui proposer aussi des tutoriels en ligne pour qu'il puisse se former. Il passe plein d'épreuves, c'est compliqué, il est pressé, il est dans le stress, mais il apprend très très vite, malgré la pression du temps. Et il finit par arriver à maîtriser le logiciel. Et le retour, c'est qu'il réalise en fait une présentation impressionnante devant ses collègues. Et ça transforme sa frustration initiale en un sentiment fort d'accomplissement et de compétence. Voilà, et encore une fois, c'est une structure, c'est la quête qui vous permet de raconter cette histoire. Dans les histoires, ce qui est important toujours de se dire, c'est vraiment important, c'est que dans les histoires, il faut avoir les bons personnages. Parce que l'idée, c'est que les apprenants doivent absolument pouvoir s'identifier à ces personnages. Alors, premier point, il faut qu'il soit réaliste et engageant. Engageant et réaliste, en fait, l'idée derrière ça, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai mis dans le livre une citation de Gérard Lanvin qui dit que dans tous ces personnages, il y a des fêlures. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai tendance à voir les gens qui inventent des histoires et leurs personnages, souvent, sont trop parfaits ou trop classiques. Et du coup, il n'y a aucune, en fait, ils sont lisses, quoi. Il n'y a aucune aspérité, il n'y a aucune fêlure. Et donc, du coup, les gens ne s'identifient pas au personnage parce qu'ils se disent, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je fais des bêtises. La vie, elle est différente de ça. C'est pas ça, la vie. Donc, c'est vrai que quand vous allez créer vos personnages, il faut penser à ça, hein, qu'il soit vraiment, qu'il ait des qualités, des défauts, qu'il parte pour certaines aventures. Il y a des choses qui réussissent, des choses qui ne réussissent pas. Il faut vraiment que ça soit très authentique. Alors, moi, je recommande toujours. Alors, j'ai conçu une petite matrice, hein, donc
Ça va faire rire certains, mais utilisez ChatGPT. Hein, les gens qui me connaissent savent que j'utilise l'IA. Vous pouvez vous créer une petite séquence à travers un ChatGPT que vous créez, une séquence pour couvrir en fait tous les champs que je vous propose, l'environnement, l'influence culturelle, c'est quoi l'époque, c'est quoi le lieu, la description physique, c'est quoi la profession, c'est quoi l'histoire, en fait, le passé de cette personne. Hein, donc, vous pouvez vous créer un petit ChatGPT qui fait une boucle et qui vous permet de définir tout ça, qui va vraiment vous créer un personnage authentique. Donc vraiment, il faut travailler tous ces champs-là pour donner. Alors là, quand on fait une formation, on n'a pas besoin de raconter toute sa petite enfance, hein, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est quand même de se dire qu'est-ce qui va créer une vraie authenticité dans mon personnage. Si je reprends l'histoire du logiciel de tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer que l'employé, il a eu pendant son éducation primaire et secondaire, des moments où il s'est senti, il a perdu la face quelque part, hein, il s'est senti mal dans certaines situations où il n'a pas montré un bon côté de lui. Et du coup, c'est vrai que quand il travaille sur cette présentation qu'il doit faire, ça lui rajoute du stress parce qu'en fait, il a peur de parler en public. Vous voyez, donc vous pouvez créer ce genre de choses qui vont permettre aux gens de s'identifier. Hein, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise pour présenter. Et du coup, les gens vont s'identifier. Donc ça, c'est hyper important au niveau du personnage, de vraiment bien travailler. Alors, je vous dis encore une fois, pour aller très vite, n'hésitez pas à utiliser l'IA, parce que là, on n'est pas non plus dans la grande création littéraire. Hein, donc, vous pouvez aller très vite en utilisant ce genre de boucle. C'est vraiment intéressant. L'autre chose dans les personnages, moi, ce que j'aime bien aussi pour aller très vite, hein, quand je crée des histoires, et je l'ai utilisé, j'ai écrit une web-série pour une école, hein, donc SubDRH. J'ai écrit une web-série à peu près de 100 avec une autre auteure française. Des courts épisodes qui faisaient à peu près 4-5 minutes. Donc, on en a écrit énormément, hein, plus de 150. Et en fait, pour nous faciliter la tâche, parce que créer des personnages multiples, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur des archétypes. Alors, les archétypes, en fait, on les trouve en psychanalyse. Hein, c'est un concept qui a été inventé par Carl Jung, mais qui a été réutilisé notamment dans le cinéma et dans la littérature pour pouvoir créer des personnages avec des archétypes bien définis. Donc là, je vous ai mis en fait des équivalents pour le monde de la formation pour vous aider. Tiens, je veux dire, si j'utilise des archétypes, donc je vous donne un exemple. Par exemple, si on veut utiliser l'archétype du héros, c'est souvent en fait l'apprenant, hein, dans notre histoire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le mentor, bon, ça c'est assez facile, hein, c'est le formateur au contenu pédagogique ou un vrai mentor, quelqu'un qui joue son rôle dans l'entreprise. L'archétype de l'ombre, c'est souvent, en fait, en général, c'est le personnage un peu méchant qui va s'opposer au héros. Là, en formation, on pourrait dire c'est les obstacles ou les erreurs courantes ou les choses qui peuvent arriver et qui empêchent la personne de bien faire. Et puis après, il y a un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est le trickster, qui est un peu le... alors, si on reprend l'histoire de la guerre des étoiles que je vous ai donnée, c'est XPO, vous savez, c'est ce grand robot doré, là, comme ça, qui est tout le temps en train de faire des commentaires et qui apporte de la complexité, en fait. Et grâce à ces réflexions, il va apporter de la complexité dans l'histoire et ça vous permet aussi on va dire, de monter les enjeux et d'augmenter le conflit qui va vous permettre, en fait, d'avoir plus de choses à résoudre et donc d'avoir une histoire assez riche. Voilà, donc moi, c'est vraiment les personnages essentiellement d'archétypes que je vous propose. Donc, je vous les ai remis là. Si jamais vous vouliez utiliser les autres, alors la persona, en gros, je dirais, ça serait plutôt des gens qui vont un petit peu s'allier avec les ombres et qui vont provoquer des résistances. Donc, ça pourrait être par exemple le manque de ressources. Ou les rôles professionnels, des gens qui vont vous apporter de la complexité en termes organisationnels. Le sage, c'est plutôt les ressources experts. Ça va être l'expert qui va venir vous aider. D'accord? Alors, là, j'ai repris un exemple concret. Par exemple, si on avait une formation à faire sur les RGPD, on peut imaginer que le héros, c'est l'apprenant ou alors le consultant RH. Le mentor, c'est un avocat spécialisé en RGPD qui peut être incarné au travers de ses supports pédagogiques. L'ombre, c'est l'entreprise mal informée qui refuse de s'adapter aux normes RGPD. Le trickster, ça va être des situations ambiguës, comme la gestion de données d'un ex-employé qui va demander des comptes. Voilà, et la quête, c'est d'arriver en fait à la politique conforme des RGPD qui va convaincre tout le monde. D'accord? Et l'idée, c'est qu'à la fin,
Les apprenants peuvent comparer leurs solutions et discuter en fait réellement de c'est quoi les impacts de tout ça, c'est quoi le message clé en fait. Voilà, donc j'ai essayé de prendre des exemples qui puissent vous parler, hein, mais voilà comment vous pouvez créer vos personnages de façon très rapide dans une histoire. Alors, dans les personnages, si on prend le sujet de la formation ou l'histoire que vous allez vouloir raconter en entreprise pour convaincre, il y a un truc qui est super important, c'est la question de perspective. Alors j'aime beaucoup la citation des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, parce que c'est vraiment ça. Et là, encore une fois, c'est un début d'histoire. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez beaucoup mieux de choisir un autre livre. Donc on vous annonce déjà que ça va mal se finir. Hein, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse, en fait, en cinéma, c'est ce qu'on va appeler le quatrième mur. En fait, il va casser le mur qu'il y a entre le narrateur et les gens qui l'écoutent. Alors, vous avez ça, par exemple, dans une série très connue qui s'appelle Fleabag, où le personnage principal s'adresse, en fait, aux auditeurs. Donc ça, c'est un procédé qu'on connaît assez bien, qui casse ces perspectives. Mais moi, je dirais, je vais retourner à quelque chose de plus classique, plus intéressant, c'est qu'effectivement, se poser la question du rôle du narrateur, où on le met en termes de perspective. Donc, c'est important, c'est que si on met le narrateur de façon interne, donc c'est un personnage de l'histoire. Par exemple, dans la série que je vous ai parlé, où on a adapté après en formation, le narrateur faisait partie de l'histoire, était un consultant senior de l'histoire dans l'entreprise de consulting RH. Voilà, donc si vous êtes un personnage de l'histoire, vous êtes un acteur interne, en fait, vous allez renforcer l'identification puisque vous allez participer à l'histoire. Et donc, du coup, les gens vont pouvoir s'identifier à vous. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de faire quand même des choses qui peuvent aller plus loin au niveau connexion émotionnelle. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous donne un autre exemple que vous pouvez avoir en littérature, c'est le journal d'Anne Frank, où en fait les lecteurs découvrent que c'est les pensées intimes de Anne qui lit, et ça renforce encore plus la connexion émotionnelle. Ou sinon, vous pouvez décider pour votre formation d'avoir un narrateur externe, ce qu'on appelle un observateur omniscient, c'est-à-dire la personne voit l'histoire du dehors et apporte en fait une vue globale de l'histoire et peut savoir en fait ce que font les autres. Donc ça permet vraiment de raconter tout et ça donne une vision beaucoup plus large et objective en fait de l'histoire que vous racontez. Et ça permet aussi, si vous voulez faire qu'il y a plusieurs histoires en parallèle, ça permet ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que j'ai fait le tour de la question. Voilà, donc vraiment, mais par contre, ça, c'est vraiment quelque chose à décider lorsque vous écrivez l'histoire, de bien savoir où vous vous situez. Alors, sinon, si vous alternez, ça peut amener beaucoup de confusion, en fait. Voilà, donc là, on a vu, en fait, tout ce qui concernait les personnages. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en fait souvent les gens me disent, ben ouais, c'est bien ton histoire d'écriture d'histoire, on comprend la structure narrative, c'est assez clair. Personnage, c'est assez clair, tu nous donnes une recette. Mais moi, je sais pas inventer. Moi, je sais pas inventer, j'ai pas d'imagination. Alors quand on dit ça, c'est comme les gens qui disent, je sais pas courir, je sais pas marcher, etc. Je sais pas faire de la gym, je sais pas faire du yoga. En fait, tous ces trucs-là, en fait, il faut s'entraîner, il faut faire de l'exercice. Si on n'exerce pas, effectivement, notre imaginaire, il s'atrophie. Souvent, notre imaginaire, il s'atrophie au moment de l'éducation, au moment du lycée. On nous formate notre esprit pour apprendre certaines choses. Et du coup, ça limite notre imagination. Le monde de l'entreprise, souvent, si on n'est pas dans des entreprises très créatives, ça aussi, puisqu'on est drivé par des process, par des procédures, par des formats, par des templates, etc. Donc, c'est vrai que notre imaginaire, parce que ça a un petit peu là de la créativité, c'est-à-dire que c'est l'imaginaire, c'est aussi ce qui vient de votre moi profond, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à atteindre lorsqu'on travaille et que l'on veut inventer une histoire, par exemple, pour une formation. Alors, moi, ce que je dis, c'est toujours, c'est comme le yoga et tout ça, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, donc avoir des routines. Donc, dans mon livre, je parle en fait de toutes les routines des différents auteurs. Donc, c'est intéressant. Il y en a qui vont se promener, il y en a qui vont faire du vélo, il y en a qui bricolent. Enfin, en fait, ils ont des routines différentes pour ouvrir leur esprit en fait à la création. Et puis après, il ne faut pas rêver. Il y a quand même ce qu'on appelle des outils. Ça, c'est quand même important.
Et pourquoi l'imaginaire? Pourquoi faire appel à l'imaginaire, me direz-vous? Bah, c'est important parce que sinon vous allez être dans une sensation déjà vue et donc du coup vos personnages vont être trop lisses, le conflit va pas être forcément intéressant. On va se dire, ben, au final, on, on va raconter quelque chose que déjà tout le monde a entendu. Donc ça, il faut mieux éviter, d'accord? Donc moi, je vous invite dans le livre, j'ai développé plein de méthodes pour pratiquer son imagination, son imaginaire. Je peux pas tous vous les décrire ici, hein, sinon je vais pas avoir le temps de tout vous dire. Mais ce qui me semble intéressant, voilà, après il y a le brainstorming et le mind mapping, mais ça c'est des choses en général que vous connaissez, que vous pratiquez en entreprise, donc c'est pas embêtant. Après, vous pouvez avoir des procédés que les artistes utilisent. Alors moi, le procédé que j'aime bien, c'est le mot valise. Donc l'idée, en fait, c'est de faire télescoper des mots ensemble. Donc, par exemple, le vocabulaire français souvent inclut des mots, par exemple, le mot vidéaste, en fait, c'est un mot valise de vidéo et de cinéaste. Et ça fait vidéaste. Vous avez ça aussi, le franglais, le franc anglais, on a inventé un mot. Le mot très connu dans la littérature, c'est le mot qu'écrit Victor Hugo dans Les Misérables. Il écrit pour dire foule et multitude, il parle de foultitude. Voilà, donc ça, c'est des procédés très littéraires. Mais alors, le mot valise, moi, je l'ai un peu transformé. J'utilise le procédé de mot valise GIF. Hein, si vous avez des GIFs, hein, vous savez tous qu'on utilise des GIFs sur notre téléphone, dans des messengers, etc. Moi, je me mets dans le GIF et je mets des mots qui n'ont rien à voir ensemble pour voir ce que ça crée et ce que ça me propose comme image ou comme courte vidéo. Et ça peut être très inspirant. Donc voilà, donc moi j'ai fait un exercice dans le livre, par exemple, j'ai mis graphique et citronnade ensemble dans le GIF, j'ai mis pardon et chat, et j'ai mis charlatan et salamandre. Et du coup, ça m'a créé comme mot graphonade, par chat et charlamandre. Et j'ai inclus ces mots-là pour écrire une histoire, je vous la lis. Un parchat venait de se planter dans sa présentation. Sa graphonade présentait des résultats bien décevants, un goût trop acide pour l'ensemble de l'équipe. Le parchat essaya en vain de s'excuser de la mauvaise nouvelle, mais son regard n'accrochait aucune expression indulgente de ses collègues. C'était sans compter l'esquisse charmante, souriant à tous. Elle leur demanda d'oublier bien vite cette graphonade en annonçant le supplémousse de la veille. Alors, le supplémousse, c'est bien de supplément et de pamplemousse. Même si les mots n'existent pas, vous avez, je suis sûre, compris la situation de ce qui se passait et vous avez dû certainement trouver la charlamande très charmante. Voilà. Donc ça, c'est un exemple du mot valise. L'autre chose que vous pouvez utiliser, c'est la métaphore. Hein. Donc, je vais l'utiliser dans la dernière histoire que je vais vous raconter. La métaphore, hein, donc c'est en fait de créer des images pour que les gens puissent en fait comprendre l'histoire que vous êtes en train de raconter. Vous pouvez faire qu'une métaphore est une histoire complète. Hein, donc, c'est ça que je vais vous raconter en dernière diapo. Mais vous pouvez aussi utiliser, moi j'aime beaucoup en formation, je pense que c'est très intéressant, ce qu'on appelle la perspective opposée. C'est d'imaginer, en fait, on reprend une situation, on l'imagine, mais sous l'angle d'un autre personnage ou de quelqu'un qui va s'opposer en fait à ce que vous allez dire. Imaginez ce qu'il peut vous raconter. Et ça peut introduire en fait vraiment des points de vue différents et une perspective qui va être plus originale, plus impactante et qui va intéresser peut-être plus les gens en termes d'empathie, parce que les gens vont se dire, bah ouais, mais elle a raison, en fait, moi, je n'étais pas d'accord avec la situation première, etc. Donc, c'est vrai que la perspective opposée peut être aussi une très bonne méthode pour raconter des histoires. Voilà, donc je vais malheureusement pas le temps de vous en raconter plus, mais c'est important en fait d'avoir vos méthodes et de les utiliser, de les pratiquer régulièrement, ce qui permet qu'après vous devenez assez bon à ce jeu et vous pouvez en fait être très créatif. Alors, le mot de la fin, il est aussi important que le début. Tout à l'heure, hein, je vous ai dit, le début, il faut le soigner, son début. Pas la fin, je dirais une histoire sans fin. Vous voyez, c'est un peu comme un voyage sans destination. Alors, il y a des gens qui aiment errer, hein, qui aiment savoir où ils ne vont pas. Mais en général, vos apprenants, les gens qui sont dans l'entreprise, à qui vous allez raconter une histoire, eux, en fait, ils ont envie de connaître la fin de l'histoire. Donc, il faut savoir si ça se termine bien ou ça se termine pas bien. Il faut savoir s'ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Hein, quand on était petit, pour nous, la fin, il fallait que ça se termine comme ça. Donc, dans votre communication professionnelle, il faut que chaque histoire ait une fin. Et en général, je recommande que ce soit le message clé de ce que vous voulez faire passer.
hein, donc c'est hyper important. Ce qui est important, c'est que bah, si vous prenez l'exemple des séries audiovisuelles, souvent c'est un peu frustrant parce qu'ils utilisent le procédé de ce qu'on appelle le cliffhanger. Et le cliffhanger, l'idée, c'est de suspendre l'auditeur et pour pouvoir le projeter dans une autre histoire. Alors ça, souvent, les gens ils disent «Ah, moi, j'aime pas parce qu'en fait, il n'y a jamais de fin». Alors c'est vrai que nous, en formation ou dans le monde de l'entreprise, si vous voulez passer un message professionnel, essayez quand même qu'il y ait une fin et qu'il y ait un message clé. Sinon, même si les gens vont être suspendus à vos lèvres, ils vont avoir envie de connaître ce que vous voulez dire. Donc c'est vraiment important de bien peaufiner sa fin, hein, de se dire comment cette histoire va se finir et ne pas oublier que chaque fin est un nouveau début de nouvelle histoire. Donc aussi, si vous avez un message clé, c'est de se dire, si derrière je veux faire passer un autre message, peut-être c'est le moment de l'introduire. Donc comme un peu un système de cliffhanger. Alors là, en fait, désolée, on voit pas bien l'image, mais en gros, c'est une montgolfière et je voulais retourner un petit peu, sur mes exemples, en fait, précédents, et je voulais partager sur l'exemple précédent, on avait parlé, voilà, de personnes, en fait, qui voulaient, favoriser la collaboration. Et du coup, ça m'a fait souvenir d'une histoire qu'un apprenant m'avait racontée lors d'une formation comme ça sur la narration d'histoire, le storytelling, qui avait partagé en fait une histoire qu'il avait créée sur un projet. Il était avec une équipe, en fait, le projet avançait pas bien, surtout les gens avaient pas trop envie de se réunir. Et du coup, il a appelé le projet, en fait, il a utilisé une métaphore et il a dit c'est un voyage en montgolfière. Il faut qu'on fasse comme si c'était un voyage en montgolfière. Parce que lui, en fait, il venait d'avoir un week-end où il s'était fait un petit voyage en montgolfière. Il avait trouvé ça étonnant. Quand il était là-haut, il avait dit le paysage est incroyable. Il avait proposé à l'équipe, chaque membre d'équipe, d'être un élément de la montgolfière. Donc, il y en a un qui c'était l'enveloppe de la montgolfière, donc fait qu'il travaille le tissu, les couleurs, comment il allait être, etc. Il y a un autre, c'était les cordages. Il y a un autre, c'était le brûleur. L'autre, le ballast, etc. Et l'idée, c'était de se dire, bah, quand ils se retrouvaient, en fait, ils mettaient tout en œuvre pour faire monter la montgolfière. Et puis, à chaque fois, l'idée, c'était d'être dans un nouveau lieu, dans un nouveau voyage et de se dire, oh, qu'est-ce qu'on va voir? Quelle est la vue? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas des vents contraires? Alors, les vents contraires, ben, bien sûr, c'était les obstacles, les défis de leur projet. Les montées d'air chaud, c'était des opportunités. Et petit à petit, comme ça, ben, ils progressaient dans leur voyage. Alors, c'était pas un tour du monde en 80 jours, hein, on n'était pas dans ce ballon-là, mais c'était un peu cette idée-là. Et peu à peu, ils ont créé leur vocabulaire en utilisant plein de jeux de mots, en fait, avec cette métaphore. Peu à peu, ils ont essayé de faire rentrer ce vocabulaire ben, dans leur vocabulaire de gestion de projet. Et aujourd'hui, ils utilisent toujours ce langage interne hein, quand ils disent ah ce matin il y a eu un vent contraire, hein. Ce matin le vent il n'était pas dans le bon sens. Hein. Les gens ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, j'ai trouvé que cette histoire était magnifique, que je trouvais ça très beau. Donc du coup, j'en ai fait une phrase pour terminer et conclure en fait ce webinaire. C'est faites décoller vos projets en embarquant votre équipe dans une montgolfière où chaque défi souffle un vent porteur pour vous élever ensemble. Voilà, je trouvais que c'était une très belle image. C'était un très beau message clé. Je vais finir là-dessus en vous disant, bah, lisez, hop, la dernière page, oui, voilà, bah, lisez le livre, hein, si vous avez l'occasion. Franchement, c'est un beau cadeau de Noël, hein, je fais de la pub, super cadeau de Noël. Les jeunes adorent aussi, hein, j'ai pas mal de jeunes qui m'ont fait un retour qu'ils aiment beaucoup ce livre aussi, parce qu'il y en a qui ont envie d'écrire des histoires. Hein. Ceux qui ont envie d'écrire des histoires pour les jeux vidéo, par exemple, c'est intéressant. Merci à vous de votre écoute. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Hein, on a à peu près 15 minutes ensemble pour répondre à vos questions. J'ai essayé d'essayer d'aller assez rapidement dans ma présentation pour pouvoir répondre à vos questions. Si je suis allée trop vite sur un sujet, ben, c'est le moment qu'on en reparle ensemble et que je puisse détailler. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation? Alors, voilà, désolée, bon.
Alors, juste, je fais un petit aparté, au niveau, de la formation, quand j'ai parlé du point de vue du narrateur, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que parfois, en fait, ce point de vue peut, en fait, transformer, votre histoire, dans différents formats. Souvent, quand on parle des jeux de rôle ou de la simulation, des jeux de simulation ou des mises en situation ou des cas pratiques, effectivement, ça va être souvent le point de vue du narrateur qui va changer. Il va permettre de faire que l'histoire va permettre des formats différents en fait d'exercices. Ça, j'avais oublié, je le dis parce que c'est important pour la formation. Je vous remercie beaucoup à tous en tout cas et je vous souhaite à tous une bonne après-midi.